D'ailleurs, pour compléter ce que Julie disait aussi, c'est que dans votre carrière, vous ne savez jamais que si vous ramassez dans un poste de cadre plus tard ou d'appui à des fois un département de communication dans une organisation pour laquelle vous allez travailler. C'est toujours important d'avoir des notions un peu en communication, puis surtout de savoir un peu à qui on a affaire, c'est-à-dire à des journalistes. Parce que l'idée, en réalité, de la présentation d'aujourd'hui, ça va être de vous présenter un petit peu le travail des journalistes, puis un petit peu les enjeux auxquels ils font face, mais aussi comment justement écrire un texte efficace, dans le fond, dans le cadre d'une publication organisationnelle, qui ressemble beaucoup, beaucoup aussi un peu au communiqué de presse, donc à une communication qu'une organisation fait pour des médias. Donc, en fait, avant de poursuivre, pour me présenter un petit peu plus, en fait, je travaille au service des communications Lucuteur depuis 2005, en fait. Après mon bac, j'ai fait mon stage là. Puis ma carrière a commencé là. J'ai fait une maîtrise aussi en linguistique. Entre-temps, j'ai travaillé pour différentes organisations, le Conseil de la Nation Atikamekw, entre autres, justement pour le département des services sociaux, pour les aider dans la rédaction d'un mémoire, pour qu'ils obtiennent du financement pour le gouvernement, aussi pour une revue scientifique qui s'appelait Découvrir, qui avait été publiée en mai 2011, mais qui était un peu comme Québec Science au final. J'imagine que vous connaissez cette revue-là. Aussi, je suis collaborateur, en fait, je fais partie de l'équipe de direction d'un média de ski alpin qui s'appelle Zone Ski. Puis avec ça, oui, je travaille à l'UQTR, puis je m'occupe en fait de coordonner l'équipe qui fait de la rédaction pour la publication de l'université qui est Néo-UQTR. Peut-être que vous connaissez, peut-être que vous ne connaissez pas. Si vous ne la connaissez pas, c'est normal. Dans le fond, souvent, notre plus grand public cible, au final, avec ça, c'est les médias et les diplômés. On envoie un peu de communication aux étudiants à travers ça, mais c'est vraiment un média de marque pour l'UQTR, puis je vais vous expliquer ça un peu plus tard. Donc, je vais vous partager ma présentation. OK. Donc, vous voyez tout l'écran sans problème. C'est génial. Donc, en fait, comme on parle de rédaction ici, de texte écrit, évidemment, la rédaction, c'est quelque chose qui existe depuis des millénaires, autant depuis les débuts de l'écriture qu'on appelle à l'époque les hiéroglyphes, puis tout ça. Bon, on ne fera pas l'histoire de l'humanité au complet, mais juste pour dire que c'est une pratique qui existe depuis très, très, très longtemps, mais qu'à l'époque, c'était souvent juste quelques personnes dans les communautés ou dans les tribus qui maîtrisaient l'écriture, donc des sages. Puis après ça, à mesure que les sociétés se développent, on avait un peu ce qu'on appelait des scribes, c'est-à-dire des personnes justement qui maîtrisaient la science de l'écriture, qui justement rendaient compte de la vie politique, sociale, économique de leur société, sans être des journalistes par ailleurs. Parlant de journalistes, évidemment, l'écriture se développe au fil du temps. Bon, on a toutes les époques, les grands philosophes, les grands littéraires, Platon, tout ça, et arrive au début des années 1600, en fait, le journaliste. Dans le fond, le premier journal qui s'appelait le Weekly News a été publié à Londres en 1622, puis en français, la Gazette en France en 1631. Donc, encore une fois, à l'époque, les journalistes étaient vus comme des personnes qui maîtrisaient la science d'écriture pour une masse de personnes qui étaient capables de lire, mais qui n'étaient pas capables de rendre compte, disons, de ce qui se passait dans la société, justement, à travers l'écriture. Bon, puis de plus en plus, évidemment, on a pu éduquer les gens. Dans le fond, on arrive dans les années 1900. Bon, nos parents, vos grands-parents, ils vont à l'école. Bon, de plus en plus, l'écriture devient plus démocratique. Puis, en fait, tout le monde peut écrire. Puis aujourd'hui, justement, on le voit avec la technologie. En fait, tout le monde peut écrire des textes, puis tout le monde peut justement jusqu'à un certain point, être un journaliste citoyen. Fait que ça, c'est sûr que
pour la profession de journaliste en tant que telle, ça amène, disons, certains enjeux. Je vous en présente quelques-uns, il y en a évidemment plusieurs autres. Donc, premièrement, c'est que, comme je le disais un peu, la technologie rend accessible à tous la publication de texte. J'imagine que vous le voyez à travers ce que vous recevez à travers vos réseaux sociaux, peut-être des infolettes, tout ça. Je veux dire, on est bombardé d'informations. Après ça, quelque chose qui est assez récent au final, c'est ce qu'on appelle la médiatisation citoyenne, c'est-à-dire que des citoyens qui deviennent des leaders d'opinion. On sait qu'à l'époque, dans le fond, avec le développement du journalisme, les journalistes étaient considérés comme des leaders d'opinion, c'est-à-dire des personnes qui faisaient souvent le lien entre, disons, les organisations et le public, entre la politique et le public. Donc, il y avait toujours le journaliste qui faisait une nouvelle, qui faisait un texte d'opinion, une chronique, puis après ça, que la population se référait beaucoup à ces textes-là, des médias de masse, pour justement se faire une idée en fait, de ce qui se passait dans la société, tant au niveau politique, économique, social. Mais là, vous l'avez vu ces derniers temps, puis bon, je pense que si j'aurais un exemple à donner, c'est tout ce qui est arrivé avec le fameux mouvement conspirationniste, puis le convoi de la liberté. Ben, on a vu des simples citoyens qui étaient capables de maîtriser les technologies, puis qui ont réussi à se médiatiser, puis à devenir des leaders d'opinion, puis à pouvoir justement déplacer des masses. Donc, on voit que les journalistes ont perdu un peu d'influence au profit de justement disons, des nouveaux leaders d'opinion. Évidemment, bon, dans une société, plus il se produit de texte, plus il se produit d'informations, ben, on arrive dans un contexte qu'on appelle celui de l'infobésité. L'infobésité, au final, c'est un peu qu'on reçoit trop d'informations pour ce qu'on est capable de consommer. Donc, c'est évidemment une métaphore avec l'obésité, donc l'infobésité. Puis l'infoxication, c'est-à-dire qu'on est intoxiqué par des informations qui ne sont pas nécessairement véridiques, mais qui souvent aussi qui sont pas nécessairement véridiques, mais qui ont l'apparence de l'être. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir un esprit critique, puis c'est pour ça que le travail de journaliste est important. Puis donc, pendant ça, je vais vous le montrer aussi à la prochaine étape. Puis évidemment, ce qui arrive ces derniers temps, l'intelligence artificielle va changer énormément la façon dont va se produire l'information. On le voyait des fois dans les films de science-fiction, mais là, c'est vraiment réel. Il y a les machines, l'intelligence artificielle rédige des textes. Il y a des gouvernements dans des pays qui sont, disons, moins démocratiques, oui, qui veulent contrôler l'information, donc qui veulent contrôler ce que les gens lisent, qui créent des sites de fausses nouvelles, qui ont l'air de des sites de médias comme la presse, comme le Devoir, mais qui sont des faux sites, que c'est des nouvelles qui sont créées par l'intelligence artificielle. Puis, dans le fond, ça sert évidemment à faire de la propagande politique. Puis, ce qu'on voit apparaître aussi beaucoup, c'est des faux sites de nouvelles pour faire de l'argent. Parce que, dans le fond, quand vous allez souvent dans des sites, vous savez, sur Internet, vous avez des annonces Google. Bon, bien évidemment, ça, c'est payant pour le site. À chaque fois qu'il y a une visite sur le site, à chaque fois qu'il y a un clic sur l'article. Dans le fond, ça veut dire qu'il y a des gens qui voient la publicité, donc ça paye la personne qui a le site Internet. Donc, mais tu sais, ces faux sites de nouvelles-là, c'est quand même des nouvelles qui se propagent et qui se retrouvent sur les médias sociaux. Tu sais, on le voit peut-être moins au Canada, mais dans des endroits plus comme les États-Unis, dans des pays, disons, Amérique latine, c'est des choses, c'est des pratiques qui sont comme plus répandues. Donc, est-ce que le journalisme a encore sa place dans tout ça? Ben, moi, c'est sûr et certain que oui, mais c'est sûr et certain que la profession de journaliste va changer. Donc, le journaliste, au-delà de seulement rapporter des événements, on en voit tous les jours, comme ce qui est arrivé avec les pluies récemment, des viaducs fermés à cause d'inondations. Bon, ça, c'est juste rapporter des événements. Dans l'absolu, une machine serait capable de faire ça, mais faire des enquêtes, justement, faire des enquêtes pour démentir les fausses nouvelles, porter un regard critique sur la société, avoir une réflexion sur le discours d'un politicien,
mettre en valeur des réalisations sociales. Par exemple, ce que vous faites dans le cadre de votre PICOM, puis justement, ce sur quoi on va parler un peu plus loin. Ben, ça, c'est des choses que les machines ne peuvent pas faire parce que justement, heureusement, l'intelligence artificielle n'a pas encore ces capacités-là, puis on espère qu'elle ne les aura jamais, de raisonnement émotionnel, de raisonnement logique, éthique, pour réussir à faire un argumentaire qui va être critique sur ce qui se passe dans notre société. Donc, évidemment, bon, je vous ai parlé des enjeux en lien avec la production de l'information. On a aussi des enjeux comme journaliste avec tout ce qui est en lien avec la consommation de l'information. Évidemment, puis vous êtes sûrement très bien placé pour le savoir, la façon dont les environnements numériques ont modifié notre façon de communiquer puis de lire l'information. Puis, ce que je vais vous donner là comme statistiques qui sont assez percutantes, puis on le voit, puis c'est justement quelque chose que vous allez devoir réfléchir un peu plus loin quand vous allez construire votre texte pour Néo, c'est que c'est vraiment important d'accrocher les gens au début. Parce que si on n'accroche pas les gens au début, ben, les statistiques montrent que 30% des lecteurs vont laisser après le premier paragraphe, 50% après le deuxième paragraphe, 70% après le troisième. Donc, il ne reste plus grand monde après à la fin de l'article. D'où l'importance de mettre les informations importantes au début et aussi de s'arranger pour que notre lecteur reste accroché tout au long de l'article. Évidemment, il y a des techniques pour faire ça. Je vais vous en parler un petit peu plus loin. Bon, la consultation sur mobile aussi fait qu'on doit avoir une façon d'écrire qui est plus conviviale, qui est plus aérée, parce que c'est sûr que si vous faites un paragraphe de 200 mots sur un mobile, un paragraphe de 200 mots, ben, ça fait un méchant tapis à lire. Là. Fait que, dans le fond, qu'est-ce qu'on fait pour contrecarrer ça? Ben, on fait des phrases concises, justement, plusieurs paragraphes, une idée, un paragraphe. Faut être créatif justement pour essayer de garder notre lecteur, puis essayer de ne pas dépasser 600 mots quand on fait un article. Donc, je pense que dans vos critères d'évaluation, un article, c'est entre 400 et 600 mots. Ben, c'est les bonnes pratiques en ce moment là, pour la rédaction web, la rédaction en lien avec avec la consultation sur mobile. Donc, brièvement, en fait, j'ai tout mis les types de textes journalistiques ou médiatiques qu'on a. J'en ai mis les principaux. Donc, en fait, premièrement, il y a le communiqué de presse. Souvent, c'est ce que vous allez pouvoir être appelé à faire si vous travaillez pour une organisation puis vous travaillez en collaboration avec un service des communications. Juste si jamais vous travaillez au CIUS MCQ, puis à un moment donné, bon, la personne en communication communique avec vous pour avoir des informations, tout ça, ben, dans le fond, lui, sa job, ça va être d'écrire un communiqué de presse justement qui va être destiné aux médias pour qu'après ça, les médias puissent faire un reportage sur le sujet qui est communiqué à travers les communiqués de presse. Bon, nous, à l'université, par exemple, quand on émet des communiqués de presse, c'est beaucoup des subventions, des chercheurs qui reçoivent des subventions. Aussi comme inauguration, mettons, d'un campus. Là. Bientôt, on va inaugurer un campus à la Nodière. Donc, ça, c'est un communiqué de presse. Donc, c'est justement pour informer les médias de ce qu'une organisation fait. Bon, évidemment, le gouvernement aussi émet beaucoup de communiqués de presse. Donc, comme je disais, ça s'adresse avant tout aux médias. Il faut que ça soit une nouvelle d'importance à communiquer. Puis, c'est très, très, très factuel. C'est vraiment pas un endroit pour mettre des qualificatifs, pour donner son opinion. C'est vraiment, vraiment un texte qu'il faut qu'il soit le plus objectif possible. Évidemment, quand on parle d'objectivité, c'est toujours majoritairement un texte qui va faire bien paraître l'organisation. Dans ce sens-là, l'objectivité réelle n'existe pas, mais quand je parle d'objectivité, c'est justement de ne pas donner d'opinion, de dire d'être le plus factuel possible. Donc, après ça, on a un article journalistique, c'est ce que vous allez faire dans le cadre de votre travail. Donc là, on a quand même une plus grande liberté dans l'écriture, c'est-à-dire qu'on peut être créatif, on peut utiliser différentes techniques, disons, littéraires, mais il ne faut jamais tomber dans l'opinion. Ça reste quand même un texte qui doit avoir une apparence d'objectivité. Après ça, bon, j'ai parlé beaucoup d'opinion, puis de ne pas faire d'opinion. C'est que dans les médias, puis en général,
il y a des types de textes d'opinion qui sont réservés aux chroniqueurs ou aux éditorialistes. Donc, vous avez tous lu un texte de Patrick Lagacé, Patrick Lagacé, ouais, j'imagine, à un moment donné, qui a passé sur votre fil Facebook. Bon, ben lui, c'est un chroniqueur, puis lui, il peut se permettre d'écrire des textes d'opinion. Puis, il y a aussi beaucoup d'autres genres journalistiques. Il existe le publi-reportage, c'est-à-dire un texte journalistique qui est déguisé, en fait, une publicité qui est déguisée sous forme de texte journalistique. Il y a aussi le journalisme organisationnel, qui est justement le journalisme qu'on fait à l'UQTR. Ce qui m'amène à vous parler justement un peu de ce qui est tout l'aspect communication organisationnelle. Donc, Néo-UQTR, vous pouvez aller le voir, l'adresse c'est neo.uqtr.ca. En fait, c'est ce qu'on appelle un média organisationnel. Pour nous, en réalité, on l'a vu comme étant un média de marque pour l'UQTR, c'est-à-dire un média qui appuie la marque, disons, qui donne une image positive de l'UQTR, puis bon, à travers certains textes, surtout par rapport à l'expérience étudiante, quand on peut le faire, ben, c'est justement d'appuyer le recrutement étudiant, puis de donner justement une image positive, puis de valoriser l'expérience que les étudiants vivent à l'UQTR. Ça, c'est une des choses qu'on fait, mais on parle aussi beaucoup de recherche, puis de ce que nos chercheurs font, des découvertes qu'ils font, de l'impact qu'ils ont dans la société. C'est généralement les deux grandes choses qu'on fait. Évidemment, on parle aussi des impacts sociaux des projets étudiants. Les PICOM, ça fait partie des choses dont on a déjà parlé plusieurs fois par le passé, puis qu'on va pouvoir justement parler à travers de la collaboration qu'on a là ensemble. Donc, dans ce type de texte-là, l'information reste véridique et vérifiable, c'est-à-dire que c'est de l'information objective, ça s'appuie sur des faits réels, mais c'est toujours un traitement qui est positif envers l'organisation, c'est-à-dire que vous ne verrez jamais dans les UQTR un texte qui va disons, qui va être à controverse vis-à-vis de l'UQTR. Donc, ces choses-là, parce que c'est sûr que des fois, on a des choses, il arrive des événements à l'UQTR qui nous forcent à faire des relations médias, puis justement à rectifier certains faits, ou bon, si on a, comme par exemple, on a un chercheur qui est accusé de plagiat dans ses travaux de recherche, ben c'est sûr qu'on ne trouvera pas ça dans les UQTR. Ça, on va le gérer directement avec les médias de masse. C'est dans ce sens-là que je dis que, dans le fond, on choisit l'information pour la proposer dans un traitement positif. Donc, là, on rentre dans le cadre du sujet, puis dans ce que vous allez avoir à faire comme travail. Donc, premièrement, il faut savoir que quand on fait un texte journalistique, on appelle ça la pyramide inversée. Donc, c'est assez basique, là, avec le petit triangle, c'est qu'on met le message essentiel au début, puis plus loin, on met les détails et les choses qu'on considère de moindre importance, mais qui, quand même, apportent de l'explication au sujet. C'est un peu ça va un peu en lien avec ce que je vous disais tantôt, puis les statistiques de lecture. Dans tous les cas, on ne pourra pas changer qu'il y a 30 des personnes qui vont passer après le premier paragraphe, 50 Bon, peut-être que si vous faites de quoi d'hyper créatif, oui, vous allez réussir à retenir le lecteur, mais il faut quand même considérer ces statistiques-là. Puis nous, dans le fond, comme organisation, vous, comme étudiant à travers votre projet, ben, vous avez un message à passer, puis vous voulez que les gens, vous voulez qu'il y ait le plus de monde possible qui lisent votre message. Ben, en fait, c'est ça, il faut mettre les choses importantes au début. Donc, en fait, grosso modo, on va parler des des 4 grandes constituantes du texte, puis on va ajouter à ça les photos, donc du titre, l'amorce, qui est en fait l'introduction du texte, après ça, tout ce qui est le cadre du texte, puis après ça, ce qu'on appelle la chute ou la conclusion. Avant de parler de ces 4 constituantes-là, je vais vous glisser un petit mot sur ce qu'on appelle l'angle du texte. Donc, c'est certain que c'est impossible de traiter un sujet dans son ensemble puis de donner tous les points de vue qui existent sur un sujet. Il faut absolument faire des choix. Donc, l'angle du texte, c'est un peu penser, bon, quelle information on va choisir qui vont être pertinentes pour que le lecteur comprenne notre sujet. C'est aussi quels aspects de notre sujet on va pouvoir faire ressortir. Parce que peut-être que vous, à travers votre projet, vous allez dire, bon, OK,
nous, on a 5 choses qu'on pourrait parler, mais pour être efficace, il faut en choisir une ou deux. Donc, vous allez choisir ceux que vous considérez comme étant la plus pertinente pour votre public cible, c'est-à-dire pour les personnes à qui vous vous adressez. Donc, à partir de là, ben, c'est sûr que ça va déterminer, dans le fond, le message. Puis, il ne faut pas aussi se le cacher, un texte journalistique, c'est, pour moi, en fait, et pour bien du monde, c'est rare qu'on le présente comme ça. Mais tu sais, c'est comme si on racontait une histoire. Vous allez raconter une histoire, ça suit une logique, une narration, un récit. Puis, tu sais, ça amène justement le lecteur à découvrir votre projet, à bien saisir le sujet. Donc, ça, c'est vraiment à penser avant de commencer la rédaction. Après ça, bon, le titre. En fait, un titre, bon, évidemment, vous en doutez bien, c'est quelque chose qui est bref et concis. Moi, je le vois aussi, je le présente aussi comme étant un slogan. En fait, quelque chose qui va inciter le lecteur à vouloir lire votre texte, quelque chose qui va l'accrocher. Puis aussi, je dis aussi que c'est un contrat avec le lecteur parce qu'il faut que votre titre représente bien le contenu de votre texte. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant dans la vie que de se faire accrocher par un texte, par un titre, puis après ça, de se rendre compte que le texte qu'on lit n'a absolument aucun rapport avec le titre. C'est vraiment important de dire, regarde, on choisit un titre qui représente bien le texte qu'on va écrire. J'ai mis un exemple justement d'un homme qu'il y a eu en 2020. Donc, que je trouve d'ailleurs que c'est un excellent titre. C'est l'ergothérapie autrement, bouge ton corridor. Fait que ça, en fait, c'est un texte qui parlait de créer un environnement stimulant pour développer les habiletés motrices des enfants. Donc, c'est un projet en ergothérapie. Fait que pour moi, ça, c'est un titre qui est intéressant parce que justement, utiliser le nom du projet, Corridor, l'ergothérapie autrement, ça montre comme si on va proposer une nouvelle perspective aux gens. Et nous, par exemple, dans nos diplômés, puis à travers nos infolettes qu'on envoie aux diplômés, ben, on en a des ergothérapeutes. Fait que, eux autres, ils vont être contents de lire ça dans nos diplômés ergothérapeutes. Ils vont partager ça dans leur réseau, à leurs collègues, tout ça. Puis c'est comme ça qu'en fait, nos textes finissent par vivre, puis informer, puis justement, c'est ça, vivre informer, puis se promener à travers le Québec et la francophonie au final. Fait que, évidemment, vous, le texte que vous allez écrire, s'il est publié, ben, il va être diffusé dans nos infolettes aux personnes dans le domaine de la santé, donc tous nos diplômés en psychologie, puis on en a beaucoup, ben, ils vont pouvoir justement connaître votre projet et être intéressés. Donc, après ça, on parle de l'amorce. En fait, l'amorce, c'est généralement le premier paragraphe. Ça peut s'étendre jusqu'au deuxième paragraphe, mais pas plus. En fait, c'est vraiment l'introduction du texte. Dans le fond, on part toujours de ce qu'on appelle les 5 W qui sont la base d'un texte journalistique. Ça veut dire, on parle de quoi, on en parle pourquoi, ça se passe où, disons, l'histoire qu'on raconte se passe où, ça se passe quand, puis ça parle de qui, au final. Fait grosso modo, dans les 2 premiers paragraphes, pour faire comprendre au lecteur justement un peu où se positionnent, qui sont nos acteurs à travers notre texte, puis pourquoi on leur parle de ça aussi. Donc, dans le fond, le pourquoi on leur parle, ben, c'est souvent, en fait, à travers le positionnement de l'enjeu de notre texte. Et comment on fait pour positionner un enjeu? Ben, souvent, on parle d'accroche. L'accroche, c'est comme la première ou la deuxième phrase de votre texte. Il y a différentes façons de créer une accroche, d'écrire une accroche. Là, je vous en ai présenté 4, mais vous pouvez aussi faire aller votre créativité, puis il y a sûrement plein d'autres façons dont on peut le faire. Mais je donne un exemple. Bon, par exemple, une accroche qui utilise la statistique. Ça pourrait être, par exemple, dans un contexte où 25% des Canadiens sont obèses, ben, blablabla, on vous présente un projet de recherche d'un chercheur qui travaille sur l'obésité, par exemple. Ou ben, un chercheur en sciences de l'activité physique qui, justement, travaille à sensibiliser sur, justement, cet enjeu social-là. Donc, ça, on commence par une statistique.
On peut aussi commencer par une question. Par exemple, sur le même sujet, êtes-vous porté à trop manger? Point d'interrogation. Puis après ça, vous continuez. Ben, si c'est le cas, sachez que vous faites partie des 25 de personnes qui sont blablabla. Okay. On peut aussi commencer par une citation. Citation d'un expert, par exemple. On pourrait dire, par exemple, si on change de sujet, un expert qui dit « Les inondations qu'on a eues la semaine passée sont liées au changement climatique », explique monsieur un tel, météorologue chez Environnement Canada. Bon, fait que ça, c'est commencer un texte avec une citation. On peut aussi commencer un texte en parlant de l'impact de notre projet sur la population. Bon, je vais donner un autre exemple. Par exemple, la fonte des glaciers en Colombie-Britannique signifie que la population va avoir de moins en moins accès à l'eau douce, à l'eau potable. Donc, fait que ça, c'est une façon aussi de commencer un article en parlant d'un impact, disons, de notre sujet sur la population. Fait que ça, en fait, c'est grosso modo, c'est pour l'amorce. Donc, une introduction qui est punchée, qui répond, qui positionne bien l'enjeu, puis les personnes dont on parle, puis le sujet dont on parle. Ensuite, bon, on a tout ce qui est, on a tout le texte en tant que tel. Donc, en fait, un texte, c'est en final, c'est comme une argumentation. C'est que on a posé un problème, un enjeu dans notre introduction. Bon, ben là, après ça, il faut justement amener le lecteur à comprendre. Parce que une argumentation, ce n'est pas nécessairement pour donner son opinion, en fait. Une argumentation scientifique, c'est justement appuyer ce qu'on dit par des faits, par des citations, par d'autres statistiques. Fait que c'est pas. Quand je parle d'argumentation ici, je ne parle pas vraiment pas d'argumenter une opinion, mais je parle d'argumenter une position. Okay. Donc, c'est ça. Fait que souvent, on essaie de diviser une idée, un paragraphe, pas essayer de mettre 2, 3 idées dans le même paragraphe, de mélanger les choses. Là, pour que ça soit clair, on y va vraiment une idée, un paragraphe. Les paragraphes sont assez courts aussi. Après ça, on appuie tous nos propos par des citations. Idéalement, on appuie tous nos idées par des citations. Donc, je ne sais pas c'est quoi le projet sur lequel vous travaillez. Mais par exemple, si vous travaillez avec une organisation, ben, vous pouvez faire parler à travers votre texte, disons, un intervenant. Exemple, un psychologue qui travaille pour l'organisation pour laquelle vous faites votre PICAM. Bon, ben, dans le fond, il va lui appuyer, disons, votre idée, votre projet, une des facettes de votre projet, par exemple. Après ça, vous pouvez toujours aussi, disons, on peut dire interviewer un usager, voir lui qu'est-ce qu'il pense justement en fait, qu'est-ce que votre projet lui a apporté à lui comme usager, par exemple. C'est des choses que vous pouvez faire à travers les citations. Puis souvent, bon, c'est ça. Souvent, comme je l'ai dit un peu, c'est un énoncé qui est fait par le journaliste. Puis après ça, justement, il appuie son énoncé par une citation d'un expert, intervenant, usager, justement pour mettre le côté plus objectif, disons, au texte, pour appuyer ce qu'il dit. Puis après ça, bon, la conclusion, ça, vous pouvez y aller de différentes façons. C'est un paragraphe, en fait, le dernier paragraphe. Ça peut tout simplement être un court résumé de ce que vous avez écrit. Ça peut être une réflexion. Vous pouvez genre, pousser votre lecteur à aller plus loin dans sa réflexion, justement le laisser avec une question, une phrase qui veut, par exemple, si mettons, je reprends, disons, mon exemple, la fonte des glaciers. Mettons, vous pouvez dire à la fin du texte, après avoir justement tout eu votre argumentation et tout ça, puis vous pouvez dire, ben, et vous, qu'est-ce que vous faites pour justement contrecarrer, disons, le changement climatique? Donc, mettons, ça laisse le lecteur avec une réflexion, une ouverture, une question. Fait que c'est ça pour ce qui est de la conclusion.
Après ça, une chose qui est importante aussi, c'est vraiment les images. L'image appuie le texte, appuie le propos. Donc, pour nos besoins, pour que votre texte soit publié dans Néo-UQTR, en fait, nous, ce qu'on aimerait, c'est premièrement avoir une photo de votre équipe en compagnie des personnes de l'organisme qui sont avec vous. Donc, juste demander quand vous faites votre PICOM, demander à quelqu'un de prendre une photo, puis c'est ça. Ça va être super intéressant. On aime toujours ça avoir des photos en action. Donc, vous, en interaction avec des usagers, en train de réaliser une activité. C'est ça. Puis aussi, si vous concevez du matériel à travers votre PICOM, ben aussi nous envoyer des images du matériel que vous concevez. Nous, ça va tout nous permettre de rajouter ça au texte. Puis pour le lecteur aussi, c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'il y a, voir justement les études, de vous voir en action puis de voir vos réalisations. Bon, une chose qui est bien importante, c'est que si jamais vous décidez de prendre des usagers en photo parce que le sujet s'y porte, c'est toujours super important de demander le consentement aux personnes avant de les prendre en photo. Puis, une fois que vous avez le consentement, ben ça, il n'y a pas de problème. Vous pouvez nous fournir la photo. Puis, dans le fond, là, ce qu'on demande comme format, c'est un format qui est horizontal. Je sais que souvent, pour les médias sociaux, les stories, tout ça, vous êtes habitué de prendre des photos à la verticale, mais pour encore la lecture sur le web, les médias, tout ça, on fonctionne en format horizontal. Donc, s'il vous plaît, pensez-y. Dans le fond, en proportion 4:3, donc, mais ça, pas nécessaire de vous en occuper tant que ça. Là. Au pire, moi, quand je vais recevoir vos photos, je vais pouvoir les recadrer là, dans le format qu'on a besoin, en autant qu'elles soient horizontales. Puis, ce qui est super important, c'est que vous me la donniez en haute résolution, parce que, mine de rien, même si on est sur le web, des photos en mauvaise résolution, ben ça sort pixelisé. Puis nous, en réalité, pour le média Néo-UQTR, puis quand on dit qu'on travaille sur l'image de l'organisation, puis l'image de marque, et tout ça, ben, tu sais, avoir des photos pixelisées, c'est pas super gagnant, fait qu'on essaye le plus possible. En fait, 99% des photos qu'on a, là, des fois, on l'a échappé malheureusement, mais 99,5% même des photos qu'on a sont en haute résolution, donc ne sont pas pixelisées. Fait que ça, dans le fond, pour me fournir une photo qui est non pixelisée, si vous la prenez avec votre appareil photo, habituellement, il n'y a pas de problème, vous allez la chercher dans votre appareil photo, vous la mettez sur votre ordinateur. Si vous la prenez avec votre téléphone, ben, vous prenez votre fil USB, pluguez votre téléphone dans votre ordinateur, puis allez chercher la photo, le fichier original. Parce que si vous l'envoyez par Messenger ou des fois par certaines applications de courriel, si vous l'insérez dans le document Word, ça, c'est toutes des applications qui vont compresser la photo, qui vont faire que moi, quand je vais aller la chercher, ben, elle ne sera plus en bonne résolution, elle va être petite, puis elle va être pixelisée. Fait que juste les fournir à Julie là, ou à la personne qui s'occupe du stage, là, dans le fond, à travers le courriel UQTR, si possible, ou par une plateforme de transfert comme WeTransfer. Fait que ça permet d'avoir les photos en bonne résolution, puis nous, ça va nous permettre de pouvoir publier votre texte sans problème, sans vous redemander les photos. Fait que dans le fond, globalement, moi, c'est pas mal ça que j'avais à vous dire aujourd'hui en lien avec un peu le contexte du journalisme, mais aussi le travail que vous allez avoir à faire. Puis j'espère que ça vous aura guidé. Puis si vous avez des questions, ben, je suis là pour y répondre. Donc, je vous écoute. Merci beaucoup, Pierre, pour cette belle présentation. Beaucoup d'informations. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ont des questions justement pour Pierre ou vous avez des doutes sur la compréhension de certains éléments ou il y a Moi, pas j'ai une question. Oui, vas-y. Je me demandais, c'est quoi la norme environ de la grosseur du format de texte? Mais pas, mettons, pas l'écriture, mais mettons, ça ressemble à quoi environ? Il y a combien de mots habituellement à ça? Est-ce qu'il faut s'attendre à écrire un gros texte ou, tu sais,
je suis un peu perdue sur, mettons, la grosseur de qu'est-ce qu'il faut écrire. OK. Ben, en fait, je pense que vous avez, vous avez un critère, je pense, dans la grille d'évaluation, Julie, qui est lié au nombre de mots. Et comme je le disais, tu sais, les bonnes pratiques en ce moment en rédaction web, c'est entre 400 et 600 mots. Bon, c'est sûr que parfois, mais des fois, on n'a pas le choix. Là. Moi-même, j'écris des textes qui vont avoir 800 000 mots parce que le sujet est hyper complexe en biologie médicale. Puis pour amener le lecteur à comprendre la molécule sur laquelle le chercheur travaille, ben, il faut qu'il y ait un raisonnement logique. Mais dans votre cas, mettons, je pense que c'est 600 mots maximum, Julie, ou 400, je ne sais plus. Là. C'est entre 400 et 600 mots. Donc, en fait, on respecte réellement les normes du Néo. Tu sais, Néo, ils disent environ 500 mots. Donc, on s'est dit, entre 4 et 600, on serait censé être pas pire là-dedans. Là. Donc, parce que nous, notre objectif, c'est que votre texte passe aux yeux, tu sais, auprès des normes du service des coms à l'UQTR. Parce que, en fait, tous les groupes PICOM soumettent un texte Néo, mais ça ne veut pas dire qu'il va être publié. Parce que si toutefois il ne répond pas aux normes, bien, en ce moment, nous vivons une situation, Pierre, on peut très bien la nommer. Le texte est excellent, mais c'est au niveau de la qualité de la photo. Les étudiants nous ont fait parvenir une photo qui, justement, qui ont transféré, ils ont pris une photo, ils l'ont envoyée par courriel, puis ils ne l'ont pas nécessairement branchée dans un ordinateur, aller chercher la version originale. Là, on essaie de communiquer avec les étudiants. C'était un projet PICOM de la session hiver passée. Donc là, moi, j'essaie de courir après l'ensemble du groupe pour dire, hey, y a-t-il quelqu'un dans l'équipe qui pourrait me faire parvenir l'image originale? Mais bon, on est à la session d'été et vous êtes moins actifs sur vos courriels et tout ça. Mais c'est de valeur parce que là, peut-être qu'on ne pourra pas publier. Peut-être qu'on va pouvoir, si en septembre, ils prennent le courriel, ils nous l'envoient, puis on va pouvoir l'envoyer. C'est une annonce, un Néo, on peut l'envoyer quand même un peu dans notre cas à nous. Là. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est pas comme une annonce pour dire OK, on rouvre un nouveau pavillon, puis là, on veut faire un déploiement de façon à faire réagir la population, puis les informer, puis avoir un effet de masse. C'est pas tout à fait ça dans le cas de Néo. Dans le cas de Néo, c'est tout simplement de transmettre l'information à la communauté universitaire puis aux autres, comme quoi que l'université, les étudiants ont participé à la collectivité, ont aidé, etc. Exact. Donc, tu sais, souvent, c'est des textes intemporels, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose que si les gens le lisent dans 2 ans, ça va être toujours aussi bon. Là. Fait que, mais effectivement, Julie l'a dit, puis ça, c'est un peu plate parce qu'on a 2 très bons textes. Puis on ne peut pas les publier à cause des photos sont super pixelisées. Puis tu sais, au final, moi je trouve que c'est super le fun aussi de valoriser votre travail à travers tous nos publics. Nous, on envoie des infolettes à 70 000 personnes là, par mois. Là. Fait que, tu sais, votre projet va avoir de la visibilité aussi. Là. c'est de là l'importance de, non seulement de se pratiquer à rédiger un texte de style journalistique pour améliorer vos compétences en communication, mais c'est aussi la fierté de votre PICOM de dire hey, c'est le fun, puis en plus, oui, ça va être vu par un grand nombre de personnes. Tu sais, c'est pas rien là, ce que vous faites. Là. J'ai déjà fait des PICOM où que les organismes disaient aux étudiants, vous allez changer des vies. Vous allez changer des vies de certaines personnes dans la communauté, tu sais, dans la population trifluvienne. C'est pas rien quand même. Donc, voilà. Est-ce que ta question de base était le nombre de lignes? Oui, Moi, j'ai tout envie de est répondu. Parfait, excellent. D'ailleurs, puis j'ai oublié de le dire dans ma présentation, mais ça peut aussi vous intéresser. Dans le fond, juste pour que vous sachiez, on n'est pas la presse, là, Néo-Jupiter non plus, mais je peux quand même vous dire qu'il y a 195 000 personnes, lecteurs uniques, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui vient au moins une fois par année, 195 000, puis il y a au-dessus de 400 000 articles qui sont lus dans une année. Là. Fait que, il y a quand même aussi de l'impact à tout ça. Là.
Moi, je voulais savoir aussi si on allait avoir accès au PowerPoint, en fait. Oh oui, pas de problème. OK. Demain, je vais t'envoyer ça, Julie, pour que tu le fasses parvenir, là. Merci. Parfait. Et puis, comme vous le savez, on a l'enregistrement aussi. Donc, je vais vous partager le lien. Donc, vous allez pouvoir réécouter là, l'enregistrement si toutefois vous avez des oublis ou des questions. Puis, à l'intérieur de l'enregistrement et sur le PowerPoint, il y a l'adresse également de Pierre. Donc, si vous avez des questions un petit peu plus pointues au niveau journalistique, là, il va pouvoir vous répondre. Avez-vous d'autres questions? Gênez-vous pas, il n'y a pas de questions ridicules, là. C'est un univers qu'on veut vous faire connaître. On vous sort de votre zone de confort, justement. Tu sais, je sais que je le fais déjà par mes commentaires avec vos textes, là. Je vous brasse un peu la cage, mais c'est fait pour ça, en fait, un cours Picom, c'est vraiment de vous sortir de votre zone de confort puis de vous emmener ailleurs puis apprendre des choses. Donc, moi, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est si vous n'avez pas d'autres questions, Pierre, tu vas être d'accord avec moi, mais je vous invite à aller voir sur le site de l'UQTR ce que c'est les néos. C'est simple, hein. Vous arrivez sur le site de l'UQTR, le site public, puis souvent, c'est les premières annonces qui passent. Ouais, malheureusement, il y a un bug là, sur le site de l'UQTR, mais je vous mets l'adresse dans le canal, là, puis vous pourrez aller voir le média, là. C'est sûr que bon, l'été, on publie un petit peu moins, normal, mais quand même, il y a publié des articles sur des microbrasseries, si jamais ça vous intéresse. Microbrasseries de nos diplômés. Oui. Donc, ça va vous donner une idée du type d'image que ça prend, quelle est la longueur du texte aussi, tu sais, de pouvoir décortiquer les textes. Faites la lecture de plusieurs textes pour que vous puissiez être en mesure de dire « Ah, OK, là, on est dans l'amorce, là, on est dans le corps du texte, là, on est dans la chute. » Pour vous inspirer finalement, de comment rédiger. Parfois, de voir des modèles, ça peut aider. Est-ce qu'il y a déjà beaucoup de textes qui viennent de Picom qui sont déjà sur les sites, donc qui ont déjà été publiés par avant? Oui, en fait, si tu fais une recherche avec le mot Picom, tu vas pouvoir avoir une liste de textes, là. Ouais, Picom. Bon, encore une fois, avec Julie et Marc-André, on a parti le projet de rédaction de texte journalistique l'année passée pour la session La d'hiver. session hiver, c'était la première fois. Ça fait 2 fois que ça... Fait que, on aurait eu 2 textes, mettons, de la session d'hiver, mais malheureusement, encore une fois, c'est l'enjeu des photos. Mais par le passé, il y en a eu des textes, mais ils n'étaient pas écrits par des étudiants. Exact. C'est écrit par la coordonnatrice, donc par la personne, là, la personne que je remplace. Mais on trouve ça important maintenant que ça soit entre les mains des étudiants parce que vous êtes les personnes les mieux placées pour parler de votre sujet et ça vous met en valeur. C'est une très belle réalisation en tant qu'étudiant et c'est comme une façon aussi de vous récompenser, de pouvoir vous publier. Donc, on trouvait que c'était une bonne idée. Ça vous fait pratiquer au niveau des compétences transversales aussi. Dans le fond, même si on a été écrits par la coordonnatrice, ça reste quand même des exemples sur lesquels on peut se baser là, pour écrire notre néo-année. Oui, absolument. Pierre, tu es d'accord avec ça? Excuse-moi, tu parlais pas tellement fort et j'ai manqué ce que tu as... En fait, elle a posé la question comme quoi que même si les autres néos concernant les PICOM ont été rédigés par Marie-Ève ou par l'autre coordonnatrice, il en demeure pas moins que le texte est construit dans la même forme qu'un texte journalistique où on retrouve l'amorce, le corps du texte et la conclusion, la chute, puis par l'ouverture. Exact. Puis d'ailleurs, au point de vue de la rédaction, ça va être inscrit clairement, là. Je ne peux pas vous donner d'exemple parce que justement, les 2 textes n'ont pas été publiés, là, mais dans le fond, le texte va être attribué à vous comme rédacteur, là. Dans le fond, c'est pas comme si ça serait moi qui le publierais, là. Je vais m'arranger pour que ça soit vous, hein, que vous soyez mis en valeur comme auteur de l'article. Donc, c'est très bien. À la limite, vous pouvez même l'insérer dans votre CV, comme quoi vous avez publié un article dans
maintenant sur un média universitaire. Là. C'est une très belle réalisation. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de l'intégrer dans les travaux. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? Terminé? Parfait. Bon. Toi, Pierre, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais ajouter comme complément d'information? Non, moi, ça a fait le tour. Je voudrais juste te parler 2 minutes après, s'il te plaît, Julie. Oui, absolument. Donc, je vais arrêter l'enregistrement.